Vous connaissez mon amour pour Audi, mais également mon amour pour les SUV. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un gros bébé, cet Audi Q7, cet énorme pachyderme dans une finition plutôt haut de gamme, version S-Line, équipé d'un moteur presque entrée de gamme, puisqu'ici nous avons droit à un petit V6 3 litres TDI de quand même 240 chevaux. On va voir si ça pousse. Mais avant toute chose, mes petits atmophiles, cette vidéo est en partenariat avec Carly. Carly, c'est une solution qui permet, grâce à un petit boîtier magique, de diagnostiquer l'état de santé de notre véhicule. Un boîtier en carton véritable, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Lors de l'achat d'un véhicule, vous voulez savoir si le compteur n'a pas été trafiqué, ce qui malheureusement arrive de plus en plus. On branche le Carly, on a directement le diagnostic sur notre téléphone. Ça peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que par exemple, si vous avez un voyant défectueux, parce que des fois, il y a des voyants qui s'affichent et lorsque l'on a réparé le souci, ce voyant reste affiché. Ici, on peut désactiver les voyants. Ce qui est vraiment super avec ce genre de boîtier, c'est que par exemple, ça peut vous débloquer même des options cachées. C'est un petit peu le cheat code de l'automobile, ce truc. Par exemple, on peut désactiver le stop and start, régler l'intensité des phares, ou alors même sur des voitures dotées de iCockpit, changer pourquoi pas le fond d'écran. Dans un même registre, certains véhicules proposent l'Apple CarPlay en option. Avec Carly, vous pouvez le débloquer gratuitement. Ce boîtier est compatible avec toutes les voitures récentes, on va dire d'après 2000. N'hésitez pas au préalable à vérifier si votre voiture possède une prise OBD. Carly va être encore plus efficace sur 3 marques en particulier. Il s'agit de Volkswagen, d'Audi et de BMW. Ça tombe bien, aujourd'hui on a une Audi, on va regarder ensemble l'état de santé de ce petit Q7. Là, c'est branché, vous voyez. Selon les voitures, c'est pas toujours placé là, bien sûr. Ah, vous voyez, moi j'ai testé sur le Q2 qui est déjà passé en essai il n'y a pas très longtemps. On va se connecter à présent. Pour information, ce Q7 date de 2011 et c'est une première main. Donc ça nous indique qu'il y a eu un petit souci, il y a un peu plus de 1000 km sur ce véhicule. Il y a eu un problème de climatisation, de pression des pneus, de freinage. On a un souci à l'attelage de remorque à 191 000 km. Ouais, c'est des trucs qui sont apparus mais qui n'ont pas été effacés. Et bien tu vois, et là, grâce à ça, on peut l'enlever. Voilà. Si ce boîtier vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le lien qui est dans la description et pensez à utiliser le code promo ATMOCAR, ça vous permettra d'avoir moins 15% sur le site. Un grand merci à Carly pour le sponsor sur cette vidéo et nous on retourne à l'essai de ce monstre de Q7. Vous le savez, je suis pas hyper fan d'Audi ni même de SUV et pourtant cet Audi Q7 comparé à ses rivaux de l'époque, je pense au Mercedes ML de deuxième génération mais aussi au X5 de deuxième génération, je le trouvais beaucoup plus abouti, que ce soit en termes de prestance. Et c'est vrai qu'il a un design, je trouve, qui est vraiment beaucoup plus marquant que ses rivaux. C'est d'autant plus remarquable que ce véhicule fait la somme quand même assez énorme de 5,9 m. Il y a eu peu de SUV qui ont été aussi immenses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dépasse les 5 mètres, ça devient relativement colossal. Si ce véhicule a un design aussi soigné, c'est qu'il dérive en réalité d'un concept car, l'Audi Pikes Peak Quattro, dévoilé en 2003 au Salon international de New York. Il y a un petit côté affectif avec ce véhicule parce que je l'ai aussi énormément joué dans Gran Turismo 4. Ce Q7 reprend la plateforme du Volkswagen Touareg et du Porsche Cayenne et c'est vraiment pour moi le symbole de cet Audi en forme, de cet Audi conquérant au milieu des années 2000. Ce véhicule connaîtra une très longue carrière, quand même 10 ans, donc entre 2005 et 2015. Et pour tout vous dire, je le trouve encore plus spectaculaire que le Porsche Cayenne de la même époque. Faut dire que ses dimensions et son côté vraiment extrême, il joue pour beaucoup. En termes de design, on retient surtout ce Q7 donc pour son côté vraiment mastodonte, mais c'est aussi une des premières Audi à imposer la fameuse calandre, la single frame, qui sera vraiment le fait marquant d'Audi au milieu des années 2000. Vraiment cette période faste pour Audi avec la sortie de la R8, la TT deuxième génération, la 3 de deuxième génération, la 4 et les A6, RS6, A8. C'est vrai que c'était vraiment une période quand même où tout leur souriait et cette calandre en est véritablement le symbole. Mis à part ça, on a des phares donc vraiment qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux que l'on a vus quelques années auparavant avec ce fameux concept Audi Pikes Peak Quattro, très réussi et qui change un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir chez Audi. Sinon ici c'est une version restylée du Q7, comme j'ai dit il est de 2011 et du coup on a encore un petit peu plus
plus de LED ici et là pour accentuer le côté fin, le côté moderne. Parce que ça aussi, c'est vrai que chez Audi, la signature lumineuse, ça a été vraiment un petit peu leur faire valoir. Si on se penche sur le profil de cette auto, ben, vous voyez, elle est complètement immense. En termes de hauteur, pas tant que ça finalement, mais parce qu'aussi ici nous avons droit à une version rabaissée, donc c'est une S-Line, et donc elle en impose quand même, mais dites-vous qu'un Q7 entre guillemets classique sera encore un petit peu plus haut. Ces roues de 20 pouces ne paraissaient même pas énormes, tant tout est gigantesque dans ce véhicule. On termine avec la partie arrière. Si on est un habitué, notamment des breaks Audi de cette période, on va pas être hyper dépaysé. Vous prenez une A4 avant, une A6 avant, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de cette esthétique là. Malgré tout, je trouve le design global assez cohérent et soigné. J'ai oublié de vous parler de la double sortie, une double sortie véritable. Et ça fait plaisir, hein, surtout aujourd'hui quand on paye des sorties factices complètement nulles. On va voir un petit peu ce qu'il y a sous la bête. Double vérin, ça fait plaisir. Bon, ici on n'a pas le plus gros moteur comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Malgré tout, c'est quand même un sacré mastodonte. C'est tout de même un V6, donc 3 litres TDI. Je fais une mini aparté pour vous parler du Q7 peut-être le plus radical qui existait, qui était doté d'un 6 litres V12 diesel. Alors déjà, c'est des choses qui vont pas forcément ensemble. Et dites-vous que ce véhicule développait la bagatelle de 500 chevaux. Ça n'avait aucun sens. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont failli sortir ce moteur sur l'Audi R8. Il faut dire qu'à cette période, on va dire fin des années 2000, Audi était omniprésent, notamment dans le secteur de l'endurance, et ces TDI étaient vraiment des moteurs sacro-saints. Comme quoi, un peu plus de 10 ans après, c'est pas la même histoire. Aussi, il y a eu un Dieselgate qui est passé par là. Ici, c'est pas aussi spectaculaire, mais on a quand même 240 chevaux. Après, je vous dis, c'est limite le minimum qu'il faut parce que la voiture fait 2270 kg. C'est sacrément balèze. Le 0 à 100 est tombé en 7 secondes 9. La VMAX, on n'est pas d'accord avec le proprio. Alors, moi, je dis 225 parce que je l'ai lu, hein, bien sûr, j'ai jamais poussé ce véhicule à 225. Lui, il me dit qu'il n'a pas fait, hein, mais que normalement c'était 250. Je vous laisse les connaisseurs, hein, ceux qui ont peut-être poussé ce véhicule sur autobahn bien sûr, dans ces retranchements, dites-moi si c'est plus proche de 225 ou de 250 km/h. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où aujourd'hui je trouve qu'on tombe peut-être un petit peu trop facilement sur le diesel, parce que le diesel, malgré tout, sur ce genre d'auto, même encore aujourd'hui, c'est quand même la meilleure solution. Pour tracter un truc aussi lourd que ça, on est en dessous des 9 litres en cycle mixte, on est entre 8 et 9. C'est une voiture qui fait 2 tonnes 3, qui fait 240 chevaux, c'est un V6, un moteur assez noble. Vous mettez la même noblesse sur un moteur essence et vous faites un petit x2. Donc ça aussi, ça reste à prendre en compte. Donc finalement, ce véhicule se montre presque économique, du moins en termes de consommation, et presque sportif en termes de performance. Le coffre, c'est un critère quand même assez important dans l'achat de ce genre de véhicule. Sinon, on achète une berline. C'est pas électrique. Le seuil de chargement est monstrueux. Ça, pour le coup, c'est pas pratique, hein. Regardez quand même, hein. C'est vraiment assez haut, mais ce qui fait vraiment la force donc, de cet Audi Q7, déjà vous l'avez vu, c'est qu'il a 7 places. Ça, c'est pas la banquette arrière, les 3 places habituelles que l'on retrouve. Là, attention, hein, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que vous avez vu que lorsqu'il se rabat, je vais vous remontrer, hop, tout seul. Donc là déjà, on gagne quand même pas mal en capacité. Là, on est à 775 litres, mais c'est pas fini. Vous pouvez aller faire par exemple les férias de Dax dans votre Q7, vous pouvez y dormir tranquillement. Je suis pas sûr que ce soit la chose préférée des possesseurs de Q7, mais en tout cas c'est faisable. Et vous voyez ici on a tellement d'espace qu'on se croirait presque dans une Twingo 1, et ça c'est un beau compliment. À une époque où tout le monde cherche un van, mais vous voyez, ça en plus maintenant sur le marché de l'occasion c'est pas si cher que ça, pas forcément plus cher qu'un van. Ça peut être une solution un Audi Q7. Atmo approuve, mais pas en cette place, par contre. On va tester les places arrière. On va commencer plutôt par la deuxième rangée. Vous voyez un petit peu de modularité. On a souvent tendance à l'oublier, mais ce Q7 quand même, il est assez modulable. Bon, oulala, je suis allé courir, j'ai mal aux cuisses en plus. Niveau confort, c'est étonnamment acceptable. Par contre, c'est vrai que j'ai les genoux presque dans les mentons, quoi. Audi avait tout prévu pour être, par exemple, 6 personnes confortables, on va dire, 6 adultes. Hein. Hop, parce que là, du coup, mon genou peut sortir, vous voyez, je peux presque m'allonger, bon, on va pas le faire. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le caméraman du jour ainsi que son propriétaire, parce que là, franchement, ce Q7, il est dans un état... Et du coup, donc, on est 6. Là, moi, j'étends mon genou. La personne à gauche peut aussi étendre son genou droit, du coup, de la même manière. Et on peut voyager confortablement pendant assez longtemps. D'ailleurs, ici, il y a aussi des porte-gobelets, on le voit ici. Vous voyez, petit porte-gobelet. C'est pas parce qu'on est au dernier rang qu'on est puni. Allez, maintenant, on va essayer de tester un rang devant. C'est pas mal, hein, c'est marrant ce truc. Il faut pas être obèse quand même. Hein. C'est quand même plutôt pour les gosses, hein, mais ça dépanne quand même. Hein. Là, on est comme un ministre.
voyez, ça j'aime bien, moi, les banquettes coulissantes, tout ça, c'est vraiment très très cool. Donc là, on était en configuration 6 places. Bam, là, on est en 7 places. En fait, la pire place, ça sera bien sûr celle-ci, hein, toujours pareil, parce qu'il y a le tunnel au milieu qui ennuie. Malgré tout, là, on a des petits vides de poche, on a notre petit aérateur. Ça fait plutôt bien le boulot. Et puis, regardez-moi cet espace. Après, voilà, hein. En même temps, il fait 5,9 m la voiture. C'est digne d'un C4 Grand Picasso. On n'a pas une voiture de ministre pour rien, hein. Vous voyez, on se met comme ça, là. On s'accroche. Et puis là, c'est parti. L'habitacle de cet Audi Q7, c'est bien simple, il s'agit de la même planche de bord que celle de l'Audi A6. Est-ce que c'est un défaut? Ben je pense pas. Cette voiture a tout de même 12 ans et vous voyez, tout est à sa place, tout a bien vieilli, c'est fou. Donc là on est sur du plastique moussé, c'est vraiment l'apogée d'Audi en termes de qualité de fabrication. Vous savez que j'aime pas la marque, mais mon métier entre guillemets m'oblige à être un minimum honnête et c'est vrai que les intérieurs Audi de cette époque, ils étaient au-dessus de la concurrence. Malheureusement pour la marque, aujourd'hui c'est plus le cas, mais c'est vrai qu'à cette époque, ils étaient juste intouchable quoi. On frôle la perfection. Bien sûr, aujourd'hui, certains détails prêtent à sourire, comme ce GPS. On va pas trop l'utiliser parce que bon, vous voyez, il a un graphisme un petit peu vintage, on va dire, mais malgré tout, il est relativement bien intégré, bien plus que la plupart d'ailleurs des GPS proéminents qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, le Q2 de deuxième génération, je trouve, est bien moins réussi sur ce point. Vous voyez, mais tout est apporté avec soin. Les sièges sont beaux. C'est rare de me voir aussi dithyrambique sur ce genre d'auto, mais en même temps, que voulez-vous? Là, on est presque à bord d'une limousine. Ici, donc, c'est un rangement. Ici, on a un autre petit rangement, un porte-gobelet. Et ça, vous savez que c'est bien pour boire en conduisant. Le volant qui est un petit peu moins caricatural que ce que l'on a pu voir chez Audi par la suite. Ici, nous avons bien affaire à une S-Line. D'où cet équipement assez pléthorique quand même pour l'époque. En termes de compteur, rien de révolutionnaire. Par contre, tout est bien agencé avec soin et avec bon goût. Moi, ce que j'aime, c'est des comptes tours où la zone rouge est à 7, 8, 9000 tours. Bon, ben là, c'est plus timide. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude aussi d'essayer. Autre point qui est assez rigolo en fait, qui trahit un petit peu l'âge de ce véhicule. Si on va ici, là, on se dit que c'est un lecteur CD. En fait, non. Déjà, ça, c'est pour le GPS. Là, on peut mettre des cartes SD. Vous savez pourquoi il y en a deux en fait? Parce qu'il y a une capacité maximale de 4 Go par emplacement. Ça aurait été plus logique de laisser un emplacement avec plus de mémoire possible, mais bon. On est au début des années 2010, écoutez, c'est comme ça. Mais le clou du spectacle et le petit détail qui m'enchante tous les matins lorsque je monte dans ce Q7, ça fait un peu peur. Et là, on se dit, waouh, une cachette pour les Go Fast, encore mieux. Le chargeur CD, messieurs, dames, hyper drôle. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve trop marrant. Apparemment, la qualité sonore est juste exceptionnelle. On va pas la mettre ici, vous savez pourquoi. Pour finir sur cet habitacle, on va voir la boîte à gants quand même. Voilà. Ah, il n'y a pas de poignée, mince. Ah mais non, c'est normal. En fait, il faut appuyer ici. Attention. Waouh. Bon, alors, elle est petite, hein, ça on est d'accord. Par contre, même le soin, c'est hyper doux, ça, c'est trop marrant. C'est apporté vraiment dans tous les détails, là aussi on peut en trouver. C'est un intérieur hyper validé. En tant que fan de BM, ça me fait un peu mal de dire ça. On est parti. Je sais pas si j'ai déjà conduit une voiture aussi imposante, je pense pas. Après j'ai conduit des camions, hein, mais... Waouh. J'ai une position de berline, mais en surélevé. Très agréable, c'est-à-dire que je suis un peu allongé, ça j'aime beaucoup. Donc ici on retrouve une boîte automatique à 8 rapports, double embrayage, quelque chose de moderne. Il faut dire que le groupe Volkswagen était plutôt en avance à l'époque sur la concurrence. La voiture, j'ai pas du tout l'impression qu'elle soit aussi lourde, les repères sont immédiats, hein. Il faut dire aussi qu'on n'est pas envahi encore par trop de technologie, les compteurs ça reste à aiguille, ici bon voilà. Dans tous les cas un smartphone fait largement l'affaire. Bon, les atmophiles, on va passer en mode sport. On va voir un peu ce que ça vaut un gros paquebot comme ça. Putain, oh le moulin. Oh. T'as 2 tonnes 3 arrêtés. Ouais. Alors en fait, il y a un mini temps, il y a une légère inertie. Mais par contre, une fois que c'est lancé, c'est étonnant. En fait, c'est ça qui est limite déstabilisant, c'est qu'elle est vraiment énorme, hein, on le voit, voilà. Mais quand on la conduit, j'ai presque une sensation de légèreté. C'est vraiment une voiture faite pour l'autoroute aussi, hein. On va pas faire du rallye avec un châssis comme ça. Ces vaches en fait, et bien moi, elles me font penser au Q7 de deuxième génération. C'est ce que je disais avec le propriétaire, c'est que celui-ci il bombe un peu le torse, il est quand même sacrément réussi je trouve. Alors que ces Q7 de deuxième génération, il reste gros mais maigre. Il me fait penser vraiment aux vaches maigres. Alors celle-ci j'ai pas bien regardé, mais je sais pas si vous voyez l'idée. Bon allez. Et puis
puis il y a du couple, hein, forcément, il y a du diesel. On sent la force du truc. Là, je fais le cake en ligne droite. Le souci, c'est que ouais, le freinage est pas si fou. Après, j'ai pas l'habitude de conduire des voitures qui font 2 tonnes 3 aussi. Le moteur est largement suffisant quand même, malgré le poids conséquent du véhicule. Et je serais vraiment très curieux d'essayer un Q7 en V12 TDI. Par contre, ça me déplaît de me faire mettre à l'avant d'un pareil de 207 complètement pourrave, merguezesque au possible. C'est un palace roulant. Et ce que je disais, c'est que quand même, c'est fou de se dire que cette voiture a 12 ans, elle a tellement bien vieilli. Ils ont vraiment réussi à faire un style hyper consensuel, Audi, et un peu intemporel. Je pense aussi que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à se renouveler, parce qu'en fait, dans les années 2000, ils ont trouvé la recette parfaite. Et là, ils essayent d'extraire toujours un peu plus la quintessence un peu de ce design. C'est pour ça, pour moi, je trouve que Audi en ce moment, c'est compliqué, parce que ça devient une caricature d'eux-mêmes, en moins bien en plus, parce que le Dieselgate est passé, tout ça. Compliqué. Est-ce que je vous conseille l'achat d'un Audi Q7? En fait, tout dépend quel profil vous êtes. Si vous avez un budget entre 15 et 20 000 euros, que vous êtes un petit peu ric-rac, on va dire, vraiment 15 à 20 000 euros grand max, vous cherchez une voiture à utiliser au quotidien, vous n'avez pas envie de mettre trop de frais d'entretien, je vous en conjure, n'achetez pas ce véhicule. Alors c'est sûr, votre ego sera flatté et en termes de rapport, on va dire, qualité-prix, au moment où on l'achète, c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux. Ce Q7, c'est un petit peu un contre-exemple, c'est-à-dire que souvent ces voitures, quand elles ont dépassé 200, 300 000, elles sont complètement rincées, elles ont eu 15 propriétaires, elles sont en moitié tunées, il n'y a pas trop d'historique clair. Celui-ci encore, c'est une première main, donc là c'est vraiment un constat un petit peu différent. Malgré tout, si vous cherchez un SUV, quelque chose d'un peu sympa pour amener la famille, voilà, quelque chose de pratique, mais que vous n'avez pas un grand budget ou que vous n'êtes pas mécano, parce que si vous savez un peu vous débrouiller, pourquoi pas. Moi, je vous orienterai peut-être plutôt sur des véhicules de gabarit inférieur, parce que là, quand même, il faut se rendre compte qu'on a une voiture qui fait 5,9 m, c'est relativement énorme. Ça aussi, c'est quand même à prendre en considération. Là, on n'était pas en ville, heureusement, parce que dans Bordeaux, je pense que je me serais arraché les cheveux. Il y a des Toyota RAV4, des Suzuki Grand Vitara, des véhicules, on va dire, plus taillés pour durer et avec des gabarits plus raisonnables que je conseille. Ce tout premier SUV d'Audi, c'est pas un coup d'essai, c'est directement un coup de maître. Que ce soit en termes de design, de qualité de fabrication, de moteur, de tenue de route, de prestations générales, c'est vrai que ce Q7, il s'avère vraiment très réussi. En termes de capacité tout-terrain, il fait le job sans être aussi efficace qu'un Suzuki Jimny ou un Range Rover. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie d'abîmer ce genre de véhicule? Je suis pas sûr, et je suis même pas sûr que ce soit quand même l'idée qu'on peut se faire de ce genre d'auto. Vous connaissez ma position vis-à-vis d'Audi. J'ai pas été de mauvaise foi parce qu'il faut l'admettre que cette voiture est vraiment très réussie. Son successeur arrivé en 2015, pour moi, ne confirmera pas tout à fait l'essai. Alors certes, il est un peu plus petit, un peu plus léger, un petit peu plus dynamique. Malgré tout, la qualité de fabrication régresse et surtout, de plus en plus de constructeurs premium, mais encore plus luxe, vont entrer dans cette cour. Je pense à Aston Martin, je pense à Lamborghini, je pense à Porsche qui ne cessera de se renouveler. C'est vrai que pour moi, le Q7 deuxième génération, c'est vraiment sûrement un des pires représentants de la catégorie, là où cette première génération était l'un des plus réussis. C'est tout pour moi les admophiles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, vous pensez à l'abonnement. Vous pouvez soutenir la chaîne si vous le désirez, ça se passe directement depuis l'espace des commentaires. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, pour moi ça représente énormément, ça me permet aussi de continuer mon travail et puis à vous faire rêver avec ce genre d'auto. Mais le plus important, vous savez que c'est pas ça, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, de prendre soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.